une usine allemande où l'on construit l'une des plus célèbres voitures. La 911 est l'icône des voitures de sport, pour sa forme, son moteur et pour le frisson qu'elle vous donne au volant. Cette usine est une machine de haute précision qui fabrique des centaines de moteurs par jour. Tout a lieu sur un seul et même site. C'est ça le secret de notre succès. Automatisation, technologie de pointe et main-d'œuvre hautement qualifiée sont regroupés en un même lieu pour fabriquer 16 versions de la 911, dont la 911 GT3. Beaucoup de nos clients veulent une voiture de course qu'ils puissent utiliser ailleurs que sur piste. Depuis 46 ans, la 911 est construite à Stuttgart. Bienvenue chez ce mythique constructeur de l'extrême. La 911, petite, légère, maniable et toujours propulsée grâce à un moteur arrière dit en 6 cylindres à plat. Elle permet sans doute la meilleure complicité qui puisse exister entre une voiture et son pilote. La 911 est comme un gant qui vous va parfaitement. Elle réagit instinctivement à vos commandes et vous procure une émotion intense. Cette expérience d'ordre quasi affectif est tempérée par l'aspect pratique du véhicule. C'est une voiture avec laquelle on peut très bien aller faire ses courses ou se rendre quotidiennement au travail. La vitesse n'étant pas limitée sur les autoroutes allemandes, les conducteurs prudents peuvent s'en donner à cœur joie. Il existe 16 versions de la 911. L'une des plus récentes est la GT3. Elle a été conçue avec une mission. La GT3 est le summum de la sportive à piloter sur piste. Elle a été imaginée spécialement pour le nombre croissant d'aficionados des circuits. Mais pour s'offrir le grand frisson d'une vraie voiture de course autorisée également sur route, il vous faudra débourser au minimum 82 000 €. Le moteur 6 cylindres de la GT3 délivre une puissance de 435 chevaux. Il propulse ce missile terrestre de 0 à 100 km/h en 4 secondes 1 et permet des pointes à 312 km/h. Elle a plus l'air d'une voiture de compétition que d'une routière. En fait, c'est une voiture de course autorisée sur route. Depuis 1964, toutes les 911 sont fabriquées dans l'usine de Stuttgart en Allemagne. Le site se compose de plusieurs bâtiments industriels reliés entre eux. Les carrosseries sont apprêtées et peintes à l'atelier de peinture. Le célèbre 6 cylindres à plat de la 911 est fabriqué sur la chaîne de montage des moteurs. La garniture en cuir de l'intérieur est taillée et cousue dans l'atelier de sellerie. Enfin, toutes les pièces sont assemblées sur la chaîne de montage du véhicule qui comprend 117 stations différentes. Sur cette chaîne principale sont construits les 16 modèles de la 911 ainsi que 2 modèles de Boxster. Tous les jours, nous fabriquons environ 40 Boxster et 110 911. La carrosserie des 911 naît dans le bâtiment consacré à son assemblage.
Près de la chaîne, patientent dans un magasin de stockage les éléments en tôle d'acier moulé. Dans le bâtiment, 105 robots assistés d'équipes de soudeurs assemblent le châssis. Ce dernier se compose de 3 éléments. Le compartiment avant, le plateau central et le compartiment arrière. Chaque sous-assemblage consiste en éléments d'acier qu'on a solidarisés. Un ouvrier soude par point le compartiment avant au châssis, pendant qu'un autre travaille sur le compartiment arrière. Le compartiment avant rejoint ensuite le compartiment arrière sur un étau géant. Une fois ajouté le plateau du milieu, des pinces maintiennent les 3 éléments en place. Après quoi, un robot les soude d'un seul tenant. L'équipe de soudeurs utilise un bouclier thermique pour se protéger des étincelles brûlantes et aveuglantes. Son travail consiste à souder les joints métalliques inaccessibles au robot. À ce stade, tous les châssis de 911 présents sur la chaîne sont identiques. Leur différenciation intervient à partir de la station dite de géométrie. C'est ici qu'on soude à la structure les panneaux arrière des différents modèles. À cette station, la 911 devient une voiture à hardtop ou un cabriolet à capote mobile. Sur ce modèle destiné à devenir un hardtop, les robots installent le toit solide. Une fois les soudures achevées, un autre groupe de robots s'attaque au châssis, cette fois pour le percer. Des centaines de rivets et de trous de vis permettront aux techniciens de fixer les composants au châssis plus loin sur la chaîne de montage. Puis, les robots choisissent les portières et soudent les gonds au châssis. Près de 5000 soudures plus tard, le travail des robots de l'atelier de carrosserie est terminé. Les ouvriers spécialisés vont à présent monter l'habillage métallique extérieur qui donnera à la 911 sa silhouette avant caractéristique. Le processus commence avec les ailes avant. À la station suivante, on pose le capot avant. La carrosserie est terminée. Même sous cette forme brute, elle a bien la forme emblématique d'une classique 911. Une silhouette célèbre dans le monde entier depuis 46 ans. Quand la 911 est sortie en 1964, son design était extrêmement audacieux et en avance pour l'époque. Les années suivantes, la forme évolue, mais sans connaître de véritable révolution. Il semble qu'aucune autre voiture n'ait vu sa ligne aussi peu modifiée en plusieurs décennies. D'aucuns seront sans doute surpris d'apprendre que cette sportive haut de gamme fut inspirée d'une autre voiture célèbre, quoique bien plus modeste.
forme de la mythique 911 puise en effet ses origines dans un véhicule beaucoup plus populaire et économique. La fameuse coccinelle, mais aussi dans le génie d'un homme, Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche était très en avance sur son temps. C'était un technicien surdoué. Ferdinand Porsche était un concepteur et un ingénieur automobile autodidacte. En 1900, à l'âge de 25 ans, il a déjà réalisé pour une société autrichienne la première voiture hybride fonctionnant à l'essence et à l'électricité. Il passera également plus de 10 ans à concevoir des voitures pour Mercedes. Dans les années 30, Ferdinand Porsche monte une société qui dessine des voitures pour d'autres constructeurs automobiles. Il vend au gouvernement allemand son idée de réaliser une petite voiture simple et abordable pour tous. Cette voiture deviendra la coccinelle de Volkswagen. Après la Seconde Guerre mondiale, Ferry Porsche, le fils de Ferdinand, prend la tête de la société. Il rêve d'une sportive, non pas destinée au grand public, mais pour son propre plaisir de conduire. La pénurie des pièces détachées due aux conséquences économiques de la guerre oblige Ferry Porsche à utiliser des éléments de la coccinelle, tels que le moteur arrière 4 cylindres à refroidissement par air, la boîte de vitesse et la suspension. Il a tout modifié pour la rendre plus sportive. Ainsi, en 1948, naît la 356. En 15 ans, on en fabriquera plus de 75 000 exemplaires. Elle est la première sportive à porter le nom de la marque. À la fin des années 50, Ferry Porsche veut concevoir une nouvelle sportive. Cette fois, il insiste sur la nécessité de la doter d'un moteur plus puissant à 6 cylindres. Il confie le design de ce nouveau modèle à son fils aîné, Butzi Porsche. Il a réalisé la parfaite héritière de la 356. Il en a repris la ligne classique tout en l'effilant légèrement. Le résultat présenté au public en 1963 est baptisé 911. En l'espace de 46 ans, sa ligne ne sera revue que 5 fois pour créer au total 6 générations de 911. Je pense que le design de la 911 perdure sans problème parce que ses concepteurs ont toujours eu conscience du peu qu'il suffisait de modifier pour la rendre intemporelle. À présent, les carrosseries nues inspirées des premières 911 produites en 1964 sont prêtes à quitter l'atelier pour être peintes. Le problème est que l'atelier de carrosserie et celui de peinture sont séparés par une route à 4 voies. Comment voyagent-elles de l'un à l'autre? Réponse, par un pont. Ce pont enjambe l'une des artères les plus passantes de Stuttgart. Il faut environ une demi-heure pour qu'une structure de 911 traverse ce pont à 86 mètres de hauteur et rejoigne l'atelier de peinture. La première étape consiste à laver la carrosserie pour enlever résidus métalliques et graisse. Les carrosseries sont ensuite séchées par un courant d'air qui les débarrasse des restes de poussière. Une fois leur surface cliniquement propre, elles sont immergées dans un bain de 60 mètres cubes de peinture. Ce bain contient une peinture anti-corrosion appelée après-cathodique. Elle est chargée électriquement en polarité positive, tandis que l'appareillage qui soutient la voiture est chargé négativement.
Pendant l'immersion, le support agite la voiture afin de s'assurer que la peinture chargée positivement baignera tous les endroits de la carrosserie chargés négativement. Lorsque la voiture émerge de son bain, l'adhérence de la peinture est si forte qu'on lave sans crainte l'excès à grande eau. Puis, la voiture sèche 30 minutes pour stabiliser complètement l'après cathodique. Un seul grain de poussière suffirait à gâcher le travail de peinture. C'est pourquoi les techniciens époussettent la carrosserie par air comprimé avant qu'elle ne reçoive sa première couche. L'intérieur de la voiture est peint à la main. Les robots prennent ensuite la relève à l'extérieur. La peinture est chargée électriquement en polarité positive. Au moment de sa vaporisation, elle est attirée vers la carrosserie chargée négativement. À vrai dire, cette peinture n'a rien à voir avec la couleur finale de la voiture. Il s'agit là aussi d'un apprêt, qui peut être de 5 couleurs différentes: blanc, gris clair, gris sombre, jaune ou rouge. On choisit évidemment une couleur d'après proche de celle prévue pour la voiture. Une fois la couche peinte, la voiture est placée 30 minutes dans un four séchoir à 170 degrés. La 911 va enfin recevoir sa couche de peinture. Les couleurs les plus demandées sont le noir, le blanc et le rouge. Mais ce constructeur de l'extrême propose 12 couleurs standards, plus 9 teintes intermédiaires. Et moyennant un supplément, la firme peindra votre voiture de la couleur exacte que vous voudrez. Étant donné le nombre de couleurs proposées par l'usine, la couche de peinture est appliquée à la main. Les ouvriers sont entraînés à peindre la carrosserie de l'avant vers l'arrière. Ils commencent par le toit et progressent vers les côtés. Il faut 3 années de formation à un peintre avant qu'il soit habilité à peindre une de ces supercars. Pendant la vaporisation de cette peinture à l'eau, un système de ventilation alimente leur masque en air sain. En tout, 4 à 5 litres de peinture sont nécessaires selon la couleur. Une fois la couche appliquée, la 911 est plongée dans un autre four séchoir, cette fois à 160 degrés. La couche finale est un vernis translucide à base de solvant, ici vaporisé sur une 911 blanche. Cette couche étant de la même couleur pour toutes les voitures, elle est appliquée par un robot. Le robot est également programmé pour ouvrir les portières et revêtir les surfaces intérieures du véhicule. Le dernier travail de l'atelier de peinture consiste à poser l'écusson de la voiture sur le capot avant. En tout, 8 heures de travail ont été nécessaires entre le moment où la carrosserie entre nue à l'atelier de peinture et celui où elle en ressort peinte et sèche. Dans un tout autre registre, on se prépare à assembler le moteur 6 cylindres. Depuis le début de l'aventure en 1964, le cœur de la 911 est un moteur à 6 cylindres. Mais pas n'importe quel 6 cylindres. Ces moteurs existent en 3 versions principales. Certains sont de purs 6 cylindres, couramment équipés de cylindres en V.
La 911 a toujours utilisé un moteur à 6 cylindres à plat. Il est équipé de 2 rangées de 3 cylindres, horizontalement opposées l'une à l'autre. Pour ce constructeur de l'extrême, cette configuration à plat équipe très avantageusement ses sportives. Le plus gros avantage à utiliser un 6 cylindres à plat dans la 911 est qu'on peut le placer très bas sur le châssis et abaisser ainsi le centre de gravité du véhicule. Et qui dit centre de gravité bas, dit meilleure tenue de route. Plus le centre de gravité est bas, plus la voiture reste stable à grande vitesse dans les amorces de virage. Ces célèbres moteurs à 6 cylindres à plat sont fabriqués sur la chaîne d'assemblage des moteurs. À Stuttgart, nous construisons environ 500 moteurs par jour. Toutes les 3 minutes, l'usine produit un 6 cylindres à plat. Ces ateliers fabriquent plus de 20 versions différentes de ce moteur, pour des puissances allant de 255 à 535 chevaux. Chaque version possède de nombreuses pièces qui lui sont spécifiques. Le défi consiste à apporter les bons éléments au bon endroit et au bon moment. Pour ce faire, le constructeur a développé un système de logistique automatisé. Les pièces du moteur sont chargées sur un chariot. Ce chariot parvient à destination via une plateforme motorisée autopilotée. Ces plateformes ont été programmées pour suivre un chemin particulier vers la chaîne de montage. Le parcours les mène sur un pont, puis dans un ascenseur. Ensuite, elles descendent d'un étage et livrent les pièces détachées sur la chaîne exactement au moment nécessaire. L'usine possède en tout 21 chariots programmés. 9 d'entre eux sont consacrés uniquement au transfert des moteurs terminés sur la chaîne de montage. Chaque moteur complété rejoint d'abord une zone dite de logistique. Mais comment ces plateformes savent-elles où aller et quel chemin emprunter ? Tous les 5 mètres, des aimants incrustés dans le sol sous le béton servent de repères aux plateformes autopilotées, qui sont programmées pour se diriger de l'un à l'autre et ainsi de suite. Chaque plateforme parcourt 20 km par jour à une vitesse d'au moins 5 km/h. Les employés sont habitués à s'écarter sur leur passage. Mais pour éviter tout incident, elles sont équipées d'un système optique. Comme vous le voyez, la collision n'a pas eu lieu. J'aurais pu être renversé vu la vitesse à laquelle elle avance. Mais toutes sont équipées d'un système de sécurité très fiable. Pour chaque moteur 6 cylindres à plat à monter, la chaîne comporte 3 zones de livraison différentes. La première livraison s'effectue manuellement. Elle contient les 2 moitiés du carter, le vilebrequin et les pistons. Les pistons sont assemblés en début de chaîne de montage. Puis, un premier groupe de 3 pistons est inséré prudemment dans le carter. Le vilebrequin est ensuite placé dans l'une des moitiés du carter. La première rangée de pistons est boulonnée au vilebrequin. Un robot installe alors la moitié du carter et la boulonne.
présent, le moteur partiellement assemblé est transféré vers la chaîne principale de montage. Un robot convoyeur vient à sa rencontre. Il aide les techniciens dans leur manutention des éléments à assembler. Ce robot convoyeur permet d'orienter le moteur, de le soulever et de l'abaisser, de sorte que les ouvriers travaillent dans la position la plus ergonomique possible. Deux stations de montage plus loin, un technicien met le robot à contribution. Il lui demande d'incliner le moteur afin d'installer les têtes de piston restantes. Le technicien remonte le moteur au cric pour vérifier le coulissement des pistons dans leur cylindre et la fluidité de leur course. Puis, une des têtes de cylindre est placée d'un côté du moteur. Cet élément contient les soupapes qui permettront l'admission de l'air dans les cylindres et l'échappement des gaz consumés. On sollicite à nouveau le robot convoyeur pour retourner le moteur afin de pouvoir installer l'autre tête de cylindre. Toutes les 2 minutes 44 secondes, le moteur parvient à une nouvelle station de montage. Certaines sont gérées manuellement, d'autres par des robots. L'automatisation est utile dans les phases d'assemblage qui comportent des gestes très répétitifs, comme le vissage de 20 vis dans un carter. Ce serait idiot qu'un employé soit affecté à ça quand un robot s'en charge très bien. En revanche, pour les assemblages complexes, il faut la vigilance d'un employé. À environ 2/3 de son parcours d'assemblage, chaque moteur est soumis à ce qu'on appelle un test à froid. Ici, les parties mécaniques sont actionnées électriquement. On vérifie par ordinateur la transmission et les mécanismes. Une fois le test passé, on installe le collecteur d'admission. À travers ces tubes en plastique, le moteur aspirera l'air nécessaire à son fonctionnement, avant de l'expirer par le collecteur d'échappement, dernier élément principal à monter. Un moteur sur 100 est extrait de la chaîne pour être soumis à un test à chaud, avec cette fois un vrai démarrage alimenté par carburant. Il a fallu environ 6 heures pour construire de A à Z le moteur 6 cylindres à plat. Au bout de la chaîne d'assemblage, les moteurs achevés sont emportés par les plateformes autopilotées. Ils sont stockés dans une zone dédiée avant d'être livrés sur la chaîne principale de montage où ils rejoindront leur voiture. La chaîne de montage de l'usine de Stuttgart permet de réaliser 16 modèles différents de la 911. Chaque exemplaire de 911 voyagera environ 15 heures sur cette chaîne. La chaîne comporte 117 stations d'assemblage. À chaque poste, les ouvriers n'ont que 5 minutes pour mener à bien leurs tâches avant de recommencer leur geste sur le véhicule suivant. Mais pendant qu'ils travaillent, la chaîne ne s'arrête pas. La chaîne avance en permanence, de sorte que les techniciens n'ont pas à attendre entre une voiture et la suivante. Une carrosserie peinte entre à présent sur la chaîne de montage principale.
À la station numéro 1, on protège la peinture à l'aide de coques en plastique thermoformées. Puis, on démonte les portières afin de permettre un meilleur accès à l'intérieur tout au long du processus d'assemblage. À la station numéro 2, les techniciens glissent le bouquet de câbles à dispatcher qui constituera le réseau électrique du véhicule. À la station numéro 6, on pose le premier élément de garniture, le poste de pilotage, qui inclut le tableau de bord revêtu de cuir. Ici, le cuir arrive à l'atelier de sellerie sous la forme brute de peau de vache tannée et teinte. La 911 de base comporte 40 pièces habillées de cuir, dont le tableau de bord, les panneaux des portières et les sièges. Il faut 6 pots pour garnir une 911. Celles-ci sont étendues sur une machine programmée pour les tailler aux côtés des objets à garnir. Pour couper le cuir, la machine utilise un puissant jet d'eau. À la sortie de la buse, la pression est de 3000 bars, soit presque 30 fois plus que les appareils à haute pression utilisés pour nettoyer les façades d'immeubles. Une fois découpées, les pièces de cuir sont rassemblées. Les premières ouvrières à donner vie à ces coupons sont les couturières. Puis, un robot vaporise de colle l'intérieur des pièces cousues. Un technicien ajuste ensuite méticuleusement la garniture au tableau de bord. La chaleur assouplit le cuir et permet de mieux le travailler, tout en évitant à la colle de prendre trop vite. Le premier défi consiste à faire coïncider les coutures avec les rainures du support. Puis, le cuir est patiemment étiré sur toute la surface du tableau de bord. Une fois la pièce parfaitement habillée, le technicien coupe l'excès de cuir avec un couteau. Il lisse méthodiquement la sellerie jusque dans les courbures de la pièce garnie. Une légère pression effectuée avec un poids rempli de sable permet d'effacer le moindre soupçon de ride et parachève le travail. Une fois vêtus de cuir, les tableaux de bord sont transférés vers une zone de préassemblage située à quelques mètres seulement de la chaîne principale de montage. Là, on les équipe de leurs instruments de pilotage, dont les compteurs, indicateurs et colonnes de direction. Après avoir été assemblé, le poste de pilotage est le premier élément garni installé dans la voiture. La 911 a passé 6 étapes d'assemblage. Mais son parcours est loin d'être terminé. Les opérations les plus délicates l'attendent encore. La chaîne de montage des 911 à Stuttgart comporte pas moins de 117 stations d'assemblage. Sur certaines stations, les 911 reçoivent des pièces qui les différencient des autres 911. Parmi les variantes populaires de cette voiture figure la Targa. C'est une 911 équipée d'un toit vitré escamotable. Quand une Targa arrive à la station 14, c'est pour y être équipée de son immense toit panoramique. Plus de 50 kilos de verre reposent sur ces ventouses.
Des techniciens aident à le glisser par l'ouverture arrière de la voiture. Cette pièce forme d'un seul tenant le toit de la 911 et sa vitre arrière. Plus loin, à la station 18, le seul robot de la chaîne d'assemblage installe le pare-brise. Il commence par appliquer de la colle à l'intérieur de la vitre. Ce robot fonctionne dans l'obscurité à cause de ses capteurs à infrarouge qui l'aident à positionner le pare-brise avec une tolérance d'un demi-millimètre. Station numéro 30. C'est ici que les techniciens installent l'aileron arrière caractéristique des GT3. Les ailerons des avions assurent la portance qui leur permet de voler. L'orientation inverse de l'aileron de la GT3 assure au contraire son adhérence au sol. Plus la voiture va vite, plus elle crée une portance qu'il faut inverser afin qu'elle continue de mordre au sol pour maîtriser sa direction. Un peu plus loin, à la station 34, on baptise la voiture de son nom. Un gabarit en plastique maintient les lettres en place le temps de les coller. Indépendamment de leur modèle, toutes les voitures sur la chaîne seront différentes les unes des autres, car chacune est construite selon les exigences spécifiques de son client, avec un choix unique d'options. Cela signifie que les pièces à rassembler sont différentes selon les voitures. À l'instar de la chaîne d'assemblage du moteur, la chaîne principale de montage utilise des plateformes autopilotées pour acheminer les pièces détachées vers les stations. Les chariots utilisent ici un système de guidage optique qui leur permet de suivre un réseau de bandes noires peintes au sol. Mais comment cette chaîne perpétuellement en mouvement fait-elle pour ne pas laisser à la traîne les chariots et leurs pièces? Tout a été pensé avec génie. Il a suffi de relier les chariots à la chaîne. Nous sommes 2 stations plus loin, au poste numéro 55. 2 des pièces livrées sur l'un des chariots sont des radiateurs. On fixe à l'avant de la voiture les 2 radiateurs de la 911. Des tuyaux conduisent le liquide de refroidissement vers l'arrière, là où le moteur sera installé. Le montage du moteur intervient à peu près à mi-course de la chaîne principale de montage. Les techniciens ont relié le moteur à sa boîte de vitesse dans une zone de préassemblage qui inclut également le montage des suspensions, des freins et des essieux. Ce préassemblage a lieu juste avant l'un des moments les plus spectaculaires sur la chaîne de montage, le mariage du groupe motopropulseur avec la carrosserie. Le montage du moteur intervient à peu près à mi-course de la chaîne principale de montage. Les techniciens ont relié le moteur à sa boîte de vitesse dans une zone de préassemblage qui inclut également le montage des suspensions, des freins et des essieux. Ce préassemblage a lieu juste avant l'un des moments les plus spectaculaires sur la chaîne de montage, le mariage du groupe motopropulseur avec la carrosserie. La 911 est célèbre pour sa silhouette emblématique et pour son moteur 6 cylindres à plat.
À présent, à l'usine, carrosserie et moteur sont sur le point d'être assemblés à mi-parcours de la chaîne de montage sur la station numéro 61. L'association de la structure châssis-carrosserie avec le groupe motopropulseur s'appelle dans le jargon du métier un mariage. C'est un moment hautement symbolique dans la chaîne de production. Toute la structure, patiemment construite au fil de la chaîne, est à présent boulonnée au groupe motopropulseur assorti de ses suspensions. Malgré tout, ce poste fonctionne au même rythme que les autres. Les techniciens doivent accomplir leurs tâches en 5 minutes. L'opération est décisive. Le moteur de la 911 est en place. Beaucoup diraient même à une place inhabituelle. La 911 est l'une des rares voitures encore produites avec un moteur arrière. L'avantage principal du moteur à l'arrière est la traction, puisque le moteur repose au-dessus des roues motrices. Cela permet une traction renforcée, avec une puissance et un mordant accru sur l'asphalte, sans craindre de patinage inutile des roues. Retour sur la chaîne à la station 77. Notre 911 a beau avoir quitté l'atelier de carrosserie il y a près de 17 heures, on achève seulement maintenant la carrosserie en y ajoutant les pare-chocs avant et arrière. Les techniciens installent également les feux arrière. Station 83. La fin de la chaîne approche. On alimente le véhicule en fluide. Air conditionné, liquide de frein, direction assistée. Mais la voiture doit encore être équipée de ses roues et de ses pneus. L'opération a lieu à la station 98. Les pneus sont montés sur les jantes juste avant leur installation. On boulonne en même temps les 5 écrous de fixation des jantes. À moins qu'il ne s'agisse d'une 911 GT3 dont les roues sont verrouillées par une fixation centrale. Ce système est utilisé sur les voitures de course car il permet des changements plus rapides des pneus. Nous avons été les premiers à proposer un verrouillage central sur une voiture autorisée sur route. Pour visser la fixation centrale des roues de GT3, l'usine utilise un outil spécifique. Une fois les roues montées, notre supercar semble être prête à rouler. Mais il faudra encore un peu de patience. À la station suivante, numéro 99, les modèles dotés d'un hardtop reçoivent leur vitre arrière. Un élément dont la 911 est pourvue depuis 1964. Si la voiture arrivant à la station 103 est un cabriolet, il lui manque encore une pièce essentielle, sa capote. Celle de la 911 s'ouvre et se referme en seulement 20 secondes. La fin de la chaîne approche. Station 110. On remonte les portières démontées en tout début de parcours. À la station 113, les ouvriers installent les dernières pièces principales, les sièges baquets habillés de cuir.
présent, on remplit le réservoir de 18 litres d'essence. L'instant est solennel. Premier démarrage. Le premier banc test simule une route chaotique. Le suivant permet de tester la voiture à des pointes de 120 km/h. L'inspection finale prend environ 2 heures. Après quoi, les voitures quittent l'usine. Un camion les emmène vers l'entrepôt d'où elles seront dispatchées vers les concessionnaires de la marque. Depuis 46 ans, l'usine de Stuttgart fabrique en série cette voiture à la silhouette si emblématique. À mesure que la 911 a évolué, les procédés de fabrication se sont modernisés. Les précédentes générations d'ouvriers doivent être fiers. Malgré les évolutions technologiques, la silhouette de la voiture qu'ils construisaient il y a près d'un demi-siècle n'a été retouchée que très peu de fois. Aujourd'hui, 3 générations d'ouvriers spécialisés sur les chaînes de montage des 911 peuvent s'enorgueillir d'avoir participé à la diffusion d'un mythe international. Cette usine de Stuttgart méritait vraiment de figurer parmi nos constructeurs de l'extrême.